Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le nouveau rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Un pari un peu fou qui réveille les esprits, qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas la langue dans leur poche. L'émission de libre expression, sans filtre et fougueuse à l'image de sa jeunesse militante fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de culture, de divertissement et même de travail de mémoire. Ça ne suffit pas dans cette émission. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée où on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié. Et ce soir, RJM Radio Jeunesse Marseille. Les amis, ce soir, hyper excité de cette émission, on a des nouveaux autour de la table, on a des petits bisutages, mais on a déjà prévenu, donc il n'y a aucun problème. On va pouvoir faire un petit tour de cette table, mais avant quand même le squelette de cette émission, comme vous l'attendez tous chaque semaine, un débat qui va encore déchaîner les passions, comme on a l'habitude de le voir dans cette émission, vers une dépénalisation du cannabis. Est-ce que vous êtes pour, contre ? C'est un peu le sujet qu'on a décidé d'aborder ce soir. On va savoir si effectivement on a des pros, des pour, des contre autour de cette table, des fumeurs, des pas fumeurs. On a envie de savoir, c'est important. Et ça rajoutera du grain à moudre pour vos associations. On aura une minute dynamite by Noémie Gage. Encore une minute dynamite qu'on a décidé de recycler, de Feu Dina, qui n'existe plus, qui je ne sais pas où elle est. Une minute mémoire présentée par Jonas à ma droite. Une minute culture présentée par Eden à ma gauche. Une minute Torah, aussi bien préparée que la semaine dernière par Nathan, devant moi. Et enfin la minute promo, comme on a l'habitude de le faire, les amis. Présentons les chroniqueurs autour de cette table. On peut être galant ce soir parce qu'on a une nouvelle autour de la table. On a la chance d'avoir la secrétaire générale de l'UEJF Marseille. Alors, ce qu'on m'a dit dans l'oreillette, c'est quand même que la semaine dernière, sa présidente de l'UEJF n'a pas été vraiment, je dirais, impactante. Elle est même très déçue de sa prestation. Donc, cette semaine, elle a décidé d'amener du renfort. Mais... Rachel, bonsoir. Bonsoir. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Rachel Nakache, je rentre en 3e année de droit en septembre. Et donc, comme l'a si bien dit Benjamin Sidbon, je suis secrétaire générale de l'UEJF depuis bientôt un mois maintenant. Ok, donc là, c'est le nouveau mandat de l'UEJF, nouvelle présidente, donc nouvelle secrétaire générale. C'est ça. Donc toi, c'est quoi tes fonctions de secrétaire générale ? C'est quoi le but d'une secrétaire générale ? Qu'on comprenne. Est-ce que c'est toi qui rédiges toujours les comptes rendus des réunions ? Exactement, entre autres. C'est tout ? Mais oui. Non, je m'occupe. Il y a du renfort à ma gauche, mais on ne t'a pas encore présenté, donc tu ne peux rien dire. Rachel. Alors, je m'occupe de tout ce qui est la rédaction de comptes rendus au niveau des réunions, mais je m'occupe également de rentrer en contact avec les prestataires. Et voilà. Pour des événements, pour organiser les événements, etc. Et voilà. Est-ce qu'il y a puisque tu es un peu élève avocate, est-ce qu'il y a un ADN politique dans le poste de secrétaire général de l'UEJF ? Alors oui, mais je ne sais pas si je fais partie du bord politique de l'UEJF national. Donc Oula, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Là, on a déjà une information marquante. Très bien, donc... Disons que tout ce qui se passe dans les urnes reste dans les urnes. Très bien, ok, mais... On a quand même... la présidente, la semaine dernière, n'a pas su dire son positionnement sur cette question-là, mais peut-être qu'on peut poser la question à Rachel. Est-ce que vous comptez avoir un bord marqué qui ne serait pas celui de l'UEJF national ? Lâche-nous la grappe. Si la présidente de l'UEJF Marseille ne s'est pas exprimée, je ne m'exprimerai pas à ce sujet non plus. Très bien, transition parfaite. Eden, bonsoir. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Combien tu as de master ? Bonjour, alors Eden Yahi. Oui. J'ai un double diplôme en économie et en droit. Très bien. C'est important de le rappeler à chaque émission, comme tu as l'habitude de le faire. Tu veux que je dise quoi sinon ? Je rentre en master de droit privé en septembre. Oui. Je suis secrétaire générale et trésor. Oui, toujours par hiérarchie, d'ordre d'importance.
de la section Florida. Secrétaire générale et trésorière de la section Florida et présidente de l'UEJF Marseille depuis à peu près un mois. En même temps que Rachel, quelle coïncidence. Ok. Et juste pour revenir, dans le bureau, en fait, on a pris la décision de faire... Rachel est secrétaire générale, mais on fait tous la même chose, en fait. On se partage tous les tâches et tout. C'est fun. Ok. Très bien. Il y a juste des titres comme ça, mais finalement, c'est la même chose que section Florida, c'est ça? Mais avec un peu moins de membres. Mais avec un peu moins de monde et beaucoup plus d'alcool. C'est pas pareil. Génial. Steven, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es un nouveau dans la bande. Totalement Bienvenue. nouveau. Ok. Bonjour. Toi, tu sais même pas à quoi ressemble l'émission. Mais pas du tout, on m'a dit que je venais il y a 2 heures. Super. Pour Génial. vraiment mettre un contexte. C'est bien. La délation, c'est important. Et qui a fait ça? Monsieur Seraph Très devant bien. moi. Qu'on ne présente plus dans cette émission. Il fait Qu'on même ne présente partie plus. des meubles. Exactement. Alors Et sinon, présente-toi. moi, Qui es-tu? je travaille en cabinet comptable à Marseille, au sein du cabinet Optim Expert. Ouais. Attention, pas trop Dans en dire. l'idée, mon poste, si je dois le décrire, je suis babysitter des PME de mon secteur, Ok. simplement, et voilà. Génial. Ok. Mais là, TVA, on est cool. On va est quand cool. même, On est cool. Ça va. Il y a pas de Jonas problème. pourra en parler plus que moi, mais Ouais, on est on est là, hein. Ouais. Bah ouais. Vous êtes Mais- là. On est là. Transition parfaite. Jonas, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Alors toi, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas Pour encore, ceux même qui me si connaissent pas encore. ces gens sont rares. C'est ça exactement. Bah, je m'appelle Jonas Seraph et je suis toujours l'ancien responsable des EI de Marseille. Ouais, très bien. Voilà. Ok. Et je travaille avec ce monsieur. Très bien, que tu invites. Bien, en fait, toi, tu crois que c'est l'émission de ta mère? Oui. Donc t'invites Oui, des gens. il essaie d'inviter tout le monde dans le cabinet. Vraiment. Au cabinet. Toi, viens, s'il te plaît, ce soir. Génial. Bah, c'est cool, regarde, ça bravo. change un peu de bord Bravo. politique. Il aurait même ramené sa meuf, donc. Oula. Ça, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de le dire normalement. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est bien. Au moins, voilà, il ramène des gens qui ne se dégonflent pas 2 heures avant l'émission. Hein, Rachel? Nathan, bonsoir. Désolé de te réveiller. Nathan, présente-toi pour les décorateurs d'intérieur qui ne te connaissent pas. Alors voilà, bonsoir, je m'appelle Nathan Farouz. Ouais. Et je fais des études de décoration d'intérieur. Mhm. Et voilà, Super. Tu as quel âge? j'ai 19 ans. Tu as un cœur à prendre? On m'a pas posé cette question, moi. Ok, Non, je mais vois si c'est que pour embarrasser. on peut créer des liens dans cette émission plus que derrière un Radio micro. Chidour Marseille. Voilà, exactement. Bon voilà, ceux qui veulent faire des Tant qu'on chidours rebascule crimes, pas sur Radio Juridique Marseille comme la semaine dernière, je pense que ça devrait aller. Bon bah encore une fois les amis, merci pour cette présentation de table qui n'en finit plus, mais c'est important parce que les gens ont besoin de savoir qui vous êtes et surtout vous identifier derrière chacun de vos mouvements pour être sûr qu'on ne vous rattache pas après ce que vous allez dire dans cette émission à vos mouvements, hein. Très bien. Je pense que les amis, avant de passer à notre débat, on va mettre une petite minute en haut, puisque c'est important de dispatcher un peu pour que ça soit pas trop long. Je vous propose de passer immédiatement à la minute mémoire. La minute mémoire. Minute mémoire proposée par notre ami Jonas. Tu veux revenir, je crois, sur la cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France qui s'est déroulé la semaine dernière. C'est ça, exactement. Alors, juste permets-moi, Benjamin, avant de commencer, vu que c'est une ligne de mémoire, je voudrais rendre hommage au Rav Mimoun. Parce qu'aujourd'hui, le jour où on Razak. enregistre, c'est les 11 mois du Rav. Et voilà, je voulais qu'on pense à lui. Razak. Pour la ligne de mémoire, je vais revenir sur la cérémonie qui s'est déroulée dimanche matin sur le parvis de l'Intercontinental à Marseille. Mhm. Cette commémoration était l'occasion de commencer la journée d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et au Juste de France. Enfin, c'est comme ça que c'est appelé. Les 16 et 17 juillet 1942, à Paris, la police française arrêtait 13 152 hommes, femmes, vieillards et enfants parce qu'ils étaient juifs. Ces personnes ont été rassemblées dans le Vélodrome d'hiver de Paris. Ils furent renvoyés vers les camps d'extermination et très peu sont revenus. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux et nous leur rendons hommage pour ne jamais oublier. Durant cette cérémonie, trop peu de personnes étaient présentes comme d'habitude. Il y avait le CRIF et le consistoire, Mhm. le FLJU, j'étais où Ben? Alors c'est pas moi, c'est mon président, il était en Ouais. vacances. Ah bon, après, comme dit Hanouna, on crache pas dans la main qui nous nourrit. Au niveau des élus, il y en avait peu. Il y avait le maire du 4-5e qui est très à gauche et 2 élus Mélenchon, c'est tout. Ah. Ouais, il y avait pas... Bon, Ils ont le mérite d'exister. ils ont le alors. mérite d'être là, mais bon... on pensait que pour une fois, un week-end de commémoration, nos amis insoumis ne feraient pas parler d'eux, mais bon, il fallait que ça arrive. Il fallait qu'il lâche une dinguerie. Mélenchon, le jour des commémorations du Veldiv, tweet que le président du CRIF récupère la cérémonie pour parler de Mélenchon et le traite d'être d'extrême droite.
Il pouvait pas s'en empêcher, elle démangeait trop. Il fallait faire parler de lui ce jour-là. Amy, je pense que tu as le tweet que tu pourras mettre dans la vidéo. Comme chaque semaine, les Insoumis sortent une nouvelle dinguerie. Bref, n'oublions jamais, continuons notre travail de mémoire et pour cela, ça commence par être aussi aux cérémonies. Bravo. Bravo pour cette minute mémoire. Alors j'en profite pour sniper. L'UEJF, vous y étiez, vous, à la commémoration ce dimanche? Très bien. Merci pour ce silence. Allez les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à finalement la chronique qui nous intéresse le plus, au débat. Le débat. Les amis, ce soir, on a décidé de faire un débat qui déchaîne les passions. Et en plus de ça, alors là, on a une table qui va craquer, pleine à craquer. On a plein de chroniqueurs qui sont toujours en retard et qui viennent après les présentations des émissions. Donc, je vais me permettre de vous présenter Léo Benamou, ancien responsable, président d'honneur de l'UEJF et maintenant commercial du Rowing Club. Et consommateur de cannabis aussi. Et un cœur à prendre pour ceux qui le souhaitent, Léo Ben 09 ça, sur Instagram. Exactement. Noémie Gage, nouvellement Gage, mariée très récemment et peut-être nous annoncera-t-elle une belle nouvelle prochainement. Et l'émissaire du CRIF ce soir, CRIF Marseille, elle était là ce soir avec sa présidente Fabienne au Casim pour l'ouverture d'une salle. Ouais. En l'honneur de Daniel Lévy. Et donc, super émouvant. Tu as préféré faire passer mon travail avant toi, oui. Non, alors que tu viens ce soir pour le CRIF. Et en plus de ça, tu nous as préparé une minute dynamite qu'on a recyclé by Nono sur le tweet de Mélenchon, dont tu as un petit peu parlé Jojo ici présent. Très bien, les amis, le débat de ce soir, parce qu'il faut quand même qu'on commence cette émission, hein, on n'en peut plus, vers une dépénalisation du cannabis. Alors peut-être une petite définition avant qu'on commence, les amis. La dépénalisation, c'est la suppression des sanctions pénales jusqu'alors encourues pour certains actes. Je dis ça parce qu'on ne parle pas ici de légalisation, c'est un autre terme, qui consiste à rendre une action légale dans un cadre posé par l'État. Pour l'instant, on va parler de dépénalisation, on parlera de légalisation tout de suite après. C'est un débat qui court en France depuis, en tout cas, plusieurs années. Lors des dernières élections, c'était un peu dans les projets de loi de chacun, les programmes, etc., que ça soit à gauche, à droite. En vrai, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? On a même l'impression qu'il y a comme un tabou en France autour de cette question-là, on n'en parle pas assez. Le maire de Bègles, c'est une petite commune en Gironde, il a même souhaité que sa ville soit un laboratoire local de la légalisation du cannabis. Pour lui, le constat est sans appel, l'interdiction n'a ni permis d'endiguer le trafic, ni la consommation, ni les addictions. Ça c'est un constat et un chiffre quand même accablant, c'est la France aujourd'hui, c'est le pays qui compte le plus grand nombre de fumeurs de cannabis en Europe et notamment chez les ados. Les amis, je vous pose la première question, est-ce qu'il faut dépénaliser? Est-ce qu'il faut légaliser? On le verra après, mais est-ce que ça serait une solution pour endiguer la consommation excessive de cannabis? Madame Dalloz, est-ce que vous voulez peut-être commencer ce débat? Est-ce que pour vous, il faut dépénaliser? Est-ce que c'est important de le faire? Et est-ce qu'on peut le faire en France? Alors moi je me situe plutôt sur le côté pour la dépénalisation, pour la simple et bonne raison que je pense que interdire les stupéfiants, ça d'ailleurs ça a été prouvé entre guillemets empiriquement depuis la loi de 1970, et que depuis que la loi de 1970 a été votée et qui a interdit toute forme de stupéfiants, que ce soit à la vente ou à l'usage, eh bien les conséquences néfastes en termes de décès et en termes de consommation ont explosé. Donc est-ce que peut-être autoriser totalement à la libre circulation, à la libre consommation, c'est peut-être un peu trop poussé, mais peut-être que trouver un entre-deux, ça peut être un moyen de faire un peu ralentir les chiffres. À ma droite, je crois qu'ici on n'a que des gens contre. Jonas, qu'est-ce que t'en penses toi de dépénaliser? Je suis pas d'accord avec Eden. Ouais. Déjà, je pense que légaliser, c'est inciter à consommer déjà. Donc on a parlé de dépénaliser, pas de légaliser. Non, même dépénaliser. Donc maintenant, c'est plus, je vais plus avoir d'amende, je vais plus avoir de peine de prison. Je vais y aller. Si, justement. De quoi justement? Bien sûr que oui, la dépénalisation, elle consiste en, si tu veux, par exemple, demain, tu veux vendre devant une école, on va te dire non, ça va être puni pénalement. Mais par contre, pour ton usage personnel,
c'est-à-dire ça regarde que toi, ça c'est encore autre chose. Alors aujourd'hui, la peine, quand on consomme, c'est jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Une amende forfaitaire de 200 € a été mise en place pour la possession de cannabis jusqu'à 100 grammes. Et aujourd'hui, il vaut mieux être arrêté pour être sous emprise de drogue qu'alcoolisé. On a eu l'effet avec beaucoup de cas, etc. Par exemple, il vaut mieux être... c'était pour l'affaire de... par exemple, Sarah Halimi. On avait dit qu'il était drogué. Donc du coup, on avait en sorte... La justice avait en sorte excusé son état. Alors que s'il était alcoolisé, ça aurait pas été la même chose. Non, là, c'est pas la même... Si. Non. C'est pour ça, la l'injustice, c'était le principe même de la manifestation, c'était par rapport à l'injustice par rapport à Sarah. Oui, c'est parce qu'il était trop drogué, qu'il était en état second. Mais donc aujourd'hui, il vaut mieux être drogué si tu te fais arrêter en voiture que être alcoolisé. Non, parce qu'en vrai, à part le cas de Sarah Halimi... non, il y a eu plein d'autres cas. Oui, ils ont été considérés comme en état second, donc pas... donc il n'était pas... maître. Ah oui. C'est une circonstance atténuante aujourd'hui quand tu es sous emprise de stupéfiants. C'est pas normal. Pour une fois, on est d'accord. C'est considéré comme une circonstance atténuante et du coup, tu peux avoir une réduction de peine. Mais voilà, donc là, ça prouve que c'est dangereux. Le consommer du cannabis, on l'a vu, voilà. Moi, je vais te dire, tu m'as mis le cas de Sarah Halimi, moi, je vais pas de Sarah Halimi. On a vu ce qui lui est arrivé, la pauvre. Et même, il y a plein de cas, regardez à Paris, le 18e arrondissement, tous les toxicos qu'il y a. Après, je dis pas que tous ceux qui fument sont comme ça, mais regardez ce que c'est. Ils savent plus quoi en faire. Il y a des vieilles dames, des vieilles personnes qui sont agressées tous les jours. Maintenant, pour combattre ça, ils font des salles de shoot. Enfin, on est arrivé à là. Est-ce que c'est normal? Alors, ça n'a aucun rapport avec le fait de consommer du cannabis. Les gens problématiques à Paris, dans ces arrondissements-là, c'est pas des personnes sous cannabis, c'est des personnes sous crack, c'est des personnes sous cocaïne, c'est des personnes qui ont des vrais produits qui leur donnent des sensations de manque. Le cannabis, c'est pas un vrai produit? C'est une drogue douce. Enfin, dans l'imaginaire collectif, on peut dire que c'est une drogue douce. Mais quoi qu'il arrive, la politique répressive, elle a jamais marché. Aujourd'hui, un type parce que c'est pas du tout appliqué, n'importe quoi. Ah si, elle est appliquée. Des descentes tous les j'envoie des descentes tous les week-ends dans des quartiers. Je consomme, j'étais dans des quartiers. Si je peux me permettre. Excusez-moi madame, vous pouvez arrêter de déranger les gens qui ont des vrais arguments. Je me permets pas. Mais et toi t'habites où? J'habite à Istres, mais je traînais sous la porte de Bouc. Donc dans cet endroit-là, on peut dire qu'il y a surtout depuis 5-6 ans, il y a de la répression beaucoup plus qu'avant. Il y a des réseaux qui ont fermé. Cependant, le problème, c'est l'offre ou c'est la demande dans le cannabis? Parce que tu pourras jamais la réguler, la demande. Ok, tu peux faire des descentes pour l'offre, mais les offreurs, au final, c'est des personnes qui veulent de l'argent. Il y a des demandeurs derrière. Si on aurait demandé autre chose, ils auraient vendu autre chose, logiquement. Aujourd'hui, le cannabis, c'est une niche fiscale. Après, moi je suis d'accord avec Sylvain. Alors je rétablis tout de suite, c'est Steven. J'ai fait exprès. Je suis d'accord avec Steven qui vient de Istres, où le maire de la ville c'est aussi le boulanger. Donc c'est pas vrai. Je plaisante. J'ai de très bons collègues. Moi je suis d'accord avec lui dans le fait de légaliser le cannabis. Ça permet à la fois de réguler l'intensité de la drogue en elle-même. Tu veux aussi pour. Non, en fait en soi si tu veux, tu tues un peu l'activité souterraine et non tu tueras jamais. Tu tues un peu, j'ai pas dit que tu tuais totalement et indirectement ça permet de régulariser. Après par contre aussi financièrement ça crée aussi de l'emploi, le fait de créer des coffee shops etc. Je te promets que c'est vrai, c'est de l'emploi pour ça. Mais c'est dangereux. Mais tu vois une tonne de coffee shop par exemple, on peut le voir en Israël, on peut le voir à Amsterdam, tu peux le voir dans d'autres à Malte aussi maintenant. T'as plein de coffee shops qui sont créés, donc ça crée un business. Ce sont économiquement parlant, ça crée aussi de l'emploi. Ouais, mais on est d'accord que dans le, dites-moi si j'ai une bêtise, mais de ce que j'ai vu tout à l'heure, dans le cannabis, il y a du THC. Oui. D'accord. Oui. C'est très addictif. Ça va provoquer des infarctus. C'est la troisième cause d'infarctus. Pardon. Pourtant la cigarette c'est légal et ça fait la même chose. Hein. Non, mais c'est pas autant. C'est pas. Ah bon? Ouais. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai une question, Jonas, pour toi. C'est ok, tu veux réguler du coup les offreurs, faire de la répression, etc. Mais vraiment les demandeurs, les gens qui fument, qui consomment en France aujourd'hui, tu fais quoi pour eux? Enfin, concrètement, faut le prendre en compte. Camille. On est le présentateur dans l'émission qui pose des questions. On est le plus gros consommateur de France. Enfin, on est le plus gros pays consommateur d'Europe. Imagine que tu punis tout le vélodrome là.
Ah ouais, carrément. Un million, c'est un cas là. Non, mais il y a l'expression qui dit ça sent le stade. Non, mais c'est une. Mais parce qu'on a trop laissé faire. Si dès le début, on avait genre. Mais dès le début, ça a été fait. Les mouvements hippies, ils ont jamais été arrêtés. Il y avait déjà un peu de répressivité sur le cannabis à ce moment-là. Ça a jamais. Mais donc ça veut dire qu'on a perdu la cause. Donc ça veut dire que vu que tout le monde fait, on laisse. C'est ça que vous dites. Vraiment, là, ce que tu dis, Léo, c'est vu qu'il y a beaucoup, on fait. Alors quoi, il y a beaucoup de gens qui, j'en sais rien, qui prennent d'autres drogues plus dures. On va laisser. Moi, je pense qu'il y a une exception sur justement le cannabis. Non, si on commence avec le cannabis, tu vas laisser les autres. Et alors l'alcool, du coup, qu'est-ce qu'on fait? L'alcool, c'est moins. L'alcool, il y a eu. Non, si. J'ai vu, je vous le trouverai, je vous l'enverrai après l'émission. Il y a eu une étude, je l'ai retrouvée. Non. Fake. Bah, je t'enverrai l'étude. Fake. Vraiment. C'est sur le Gorafi. Non, c'est pas le Gorafi quand même. Et en plus, il y a une étude qui a été faite, sur des rats. Je vous enverrai aussi l'étude. Les gens qui fument du cannabis sont incités à consommer plus d'alcool. Derrière. Alors là, c'est devenu un débat comptable entre vous deux. J'aurais bien aimé vous entendre aidez-moi un peu de ce côté-là, parce que Jonas est seul contre tous. Est-ce que vous pensez un peu, je résume un peu ce que disait Léo, mais il disait en gros, grâce à ça, on va gagner un peu d'argent, on va créer de l'emploi, le fait de légaliser, de régulariser. J'ai pas fini aussi, mais après au niveau médical aussi. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais là déjà, on va faire en sorte de contrôler finalement et aussi d'imposer un commerce qui aujourd'hui est un commerce, je dirais black, souterrain. Une niche fiscale, je l'ai dit. Une niche fiscale pour nos amis de Bercy. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Personne ne veut prendre la parole. Non, alors moi je pense que la réglementation de l'industrie du cannabis, une fois dépénalisée, entraînerait des coûts importants pour l'État. C'est Wikipédia. Donc cela inclurait... C'est Jonas comme disait. Merci. De mise en place d'un système de licence, de réglementation, de contrôle de la qualité, ainsi que les coûts de surveillance et d'application de la loi. Cela augmenterait également les coûts liés à la santé publique, et je pense que ça entrerait... non. Si on a des coûts, enfin si on a une licence et qu'on régularise finalement c'est on gagne de l'argent, donc là t'es pour. Ouais, là, non, là justement. Elle s'est un peu emmêlée dans ses fiches, je crois. Toi, Noémie, consommatrice de cannabis depuis quelques années. Très bien. Est-ce que toi tu penses que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, il faut dépénaliser. Est-ce que non, moi je pense pas. Ouais. Et en fait, je pense que ça créerait plus de problèmes. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai marché aujourd'hui. Et on est dans une ville où, on va le dire clairement, les dealers font la loi. Ouais. Et demain, on leur enlève leur commerce. C'est exactement comme si on allait fermer le rideau chez un commerçant. Ils le prendraient très mal. D'accord. Et je pense que stopper, on va dire, leur petite économie, ça ramènerait rien de bon. Okay. Surtout que dépénaliser, quoi, tu penses que ce serait dans certaines conditions. Il y aurait une escalade de la violence. Le CBD, carrément les petites huiles, avec 0, je sais pas combien de pourcents de THC autorisé. 2, merci. Bah, en vrai, ça a servi juste à dire, on légalise un petit peu, mais ça sert à rien. Ouais. Et là, franchement, je pense que ça créerait plus de problèmes. Mais quoi comme problème? Ça créerait des problèmes. Les dealers sortiraient, il y aurait des violences. Il y aurait des gros problèmes. Je pense qu'il y aurait des grosses pressions déjà pour pas fermer leur business. Moi, je vais dire la vérité, j'ai travaillé avec quelqu'un qui sortait de prison. Oula. Parce que non mais et les chiffres sont hallucinants. Et c'était en région parisienne. Ouais. Et il me racontait un petit peu aux alentours de sa ville, en Seine-Saint-Denis. Ouais. Comment fonctionnaient les terrains, comme ils disent. Ouais. Et c'est des multinationales en fait. Il y a même des McDry, hein, tu sais. Mais c'est vrai. Non, mais c'est des McDry. Et je pense carrément que si on venait embrouiller leur business, ça créerait des gros problèmes. Et même ils sont forts en packaging, il y a même Haribo. Et ça résoudrait rien du tout, ni consommation, ni... Ouais, mais donc c'est-à-dire que... Non, mais alors, oui, tu as raison, mais ça veut dire que, vu qu'ils vont protester, ils vont casser, ils vont faire un peu comme ils ont fait là. Si on leur enlève... Les casse, ils ont été arrêtés à Marseille. Oui, par les dealers. Non, mais c'est vrai, c'est un autre sujet, ça. C'est sûr que c'est vrai. Non, mais alors du coup, dans ce que tu dis, là, ça veut dire qu'on les laisse... à Monsieur Zemmour. Bah oui. C'est Monsieur Zemmour qui a dit ça. Bah il a raison. J'ai vu dans la Provence. Citons-le quand même. Non mais attends, dans ce que tu dis, ça veut dire que vu qu'ils ont leur truc et tout et qu'on a peur de leur réaction, on le laisse faire. C'est pas bon ça. C'est-à-dire qu'on a la France n'a plus aucun pouvoir sur eux.
Donc, du coup, oui, ce qui est un peu le cas, mais c'est un problème alors. C'est vraiment c'est pareil. Là, pour une fois, je te cache jeunesse. Là, c'est vraiment un vrai problème. Mais bon. Ça fait 2 fois là. C'est beaucoup, attention. Ouais. Après, ce qui se passe dans les réseaux, quand il y a dans les pays où c'est légalisé, c'est qu'il va y avoir une plateforme de vente légale avec les taxes, etc. Et derrière, il y a toujours un marché noir qui se fait avec des produits un peu moins chers. Donc ça enlèvera pas le ça enlèvera jamais le réseau parce qu'il y a ils cherchent à avoir de l'argent de manière opaque. Dans tous les cas, tu auras toujours un marché noir. C'est comme dans les cigarettes. Exactement. C'est comme pour les cigarettes. C'est un problème. Mais c'est un problème. C'est un problème. Donc pourquoi autant faire de l'argent dessus en le légalisant si le problème des consommateurs ne peut pas être réglé, ni des dealers. C'est quoi qui te bloque autant sur ça? Moi, c'est de la drogue. C'est tout, c'est juste le nom du coup. Mais c'est pas le nom, c'est de la drogue. Parce qu'il y a des problèmes juste pharmaceutiques qui sont bien pires que ça. Il y a plusieurs formes de drogue. Par exemple, il y a la drogue de la cigarette, il y a la. Mais je t'ai pas dit que j'étais pour la cigarette. Non, mais il y a la dépendance de l'alcool, il y a la dépendance aussi sur des produits alimentaires, etc. Bien sûr, c'est une certaine drogue. Oui, mais après ça, c'est encore un autre sujet. Mais non, c'est tous les mêmes sujets. Au final, on a vu que le CBD, la fleur du CBD, elle avait aussi des bienfaits au niveau de la santé. C'est pas pareil. Moi, non. Par contre, si c'est pour la santé, s'il y a des études d'un docteur qui prescrit pour la santé, là, je pense que les huiles de CBD, par exemple, qui se vendent, etc. Si c'est pour la santé, c'est pas la même chose. Mais dans la plupart des cas, 90-15% des cas, ceux qui fument, c'est pas pour leur santé. Oui, mais si tu régules le marché, comme il te dit, on utilise cette fleur de CBD qui finalement a aussi des bienfaits, que ça soit au niveau santé, au niveau aussi financier, on t'a dit que ça crée l'emploi, etc. Peut-être que ça peut ouvrir des portes. Non, mais ok, tu peux. Moi, pour être vraiment dans le thème de l'émission, je me suis drogué là maintenant. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu peux, tout en laissant que ça soit pénalement, répréhensible, tu peux quand même l'utiliser dans le médical. Il n'y a pas de souci. Le médical, c'est autre chose. Mais alors, imaginons qu'on dépénalise. Est-ce qu'aussi le travail de la justice ne serait pas plus simplifié? Est-ce qu'on pourrait pas se focaliser sur, par exemple, d'autres tâches, d'autres cas, d'autres procès plus urgents? Alors, mais non, alors tu dis pareil. Alors, pour n'importe quel autre délit, tu te dis, on va enlever un gros truc, pas les viols, par exemple. Mais attends, mais Poutine, non, c'est pas mon argument. Tu veux dépénaliser le viol? Non, pas du tout. Justement. Le fait de dépénaliser ou de légaliser, c'est pas de laisser comme ça libre cours et hop, chacun fait sa vie. Genre, c'est justement, tu peux avoir, c'est un moyen d'avoir une mainmise sur tout ce qui circule. Oui, mais du coup, moi, l'image que ça ressortirait de dépénaliser le cannabis, ça serait, allez-y, achetez-en. Mais non, mais parce que tu sais ce que tu vends. Mais c'est la légalisation, pas dans la dépénalisation. Ouais. La juriste s'en mêle. Alors, je voudrais aussi vous poser une question. Malta, par exemple, là, très récemment, c'est le premier pays européen à avoir légalisé le cannabis récréatif, donc en 2021. Est-ce que vous trouvez, si aujourd'hui, par exemple, la France décide de le faire également, de légaliser complètement, est-ce que vous trouvez que c'est un renoncement de l'État? Oui. Oui. Ah non. Si. C'est des opportunités à prendre. Oui, parce que toi, tu penses le côté fiscal, tu penses le côté on va imposer, c'est bien. Pour moi, il y aura toujours plus ou moins, il y a des tendances qui font qu'il y a plus ou moins de consommateurs, mais c'est pas le fait que ce soit pénal ou légal qui change ça, pour moi. Ça n'a aucun rapport, vraiment. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je veux reformuler un petit peu, mais il y a des cités en France dans lesquelles on rentre plus parce qu'il y a du deal, il y a des consommateurs qu'on n'arrive pas à arrêter, il y a une consommation, pareil, un trafic qu'on n'arrive pas à endiguer. Est-ce que demain, le fait de dire qu'on légalise, est-ce que c'est pas aussi un symbole de l'État français de se dire on n'y arrive pas? L'État se sera couché devant la non, légaliser c'est récupérer le marché, dépénaliser ce serait abandonner. Mais légaliser c'est récupérer le marché. Si on dépénalise en mais non, mais tu peux pas légaliser de la drogue. Laisse-le finir son argument. Important quand même. Il m'a coupé, j'ai oublié. Ouais. Dépénaliser, donc là, ça serait. Le fait de dépénaliser, ça a pas trop de sens parce que c'est un échec de tous les côtés. On laisse les personnes fumer, on garde le problème dans les cités et on n'a aucune opportunité derrière à récupérer. Les consommateurs changent pas, les tendances elles restent les mêmes. Légaliser, c'est. Tu contrôles les ficelles du marché. Tu contrôles le produit, tu contrôles la fiscalité sur le produit. Il y a que des bons points, je vois pas comment ça peut être un problème. Et pourtant, tu continuerais à avoir du trafic quand même pourtant, dans les cités, on aurait quand même des problèmes. Bon, ça changerait absolument pas le problème dans les cités. C'est pas s'asseoir devant les. Bah non. Comme il t'a dit, c'est toi qui tiens les ficelles et après indirectement ça va baisser la consommation. Ça va pas baisser la consommation, pas du tout. Ça sera encore plus facile. La consommation de gens qui consomment des drogues dures plus comparé à la. Pas du tout, ça va pas du tout baisser, ça va même augmenter parce que maintenant les gens qui avaient peur d'en prendre parce que c'était illégal, ils vont en prendre.
Mais les gens en prennent. Mais là, pourquoi ils sont restés à prendre? Parce que c'est illégal. Mais pas du tout. Mais bien sûr, c'est comme si tu dis à un enfant, tu prives un enfant, tu dis. Non, mais ok, mais on n'est pas. C'est exactement pareil. Non, mais c'est pas des enfants qui prennent de la drogue. Déjà, premièrement, il y a ça. Mais non, pas du tout. Je te promets que tu augmenteras parce qu'il y en a plein qui prennent pas parce que c'est dangereux, parce qu'ils veulent pas se faire arrêter, ils veulent pas avoir de soucis. Là, maintenant, tu autorises, mais il va en avoir beaucoup plus et c'est un problème. Mais tu vas avoir une société de drogués? Mais non, mais le taux que l'État mettra ne va pas être dans un état d'overdose. Ce sera un truc contrôlé. Et puis là du aussi, coup, peut-être qu'ils voudront pas, il y aura charge. toujours le problème du marché noir avec des taux de THC plus importants parce que les gens voudront plus de la meilleure qualité comme ils disent. Alors, excellente transition pour la prochaine question. Est-ce que, imaginons que demain on légalise en France, est-ce que le fait de légaliser le cannabis, ça va pas ouvrir la porte à des drogues beaucoup plus fortes en trafic qu'on n'aura pas endiguées, comme la coke, comme mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Le meth, comme etc. Enfin non, attends, répète ta question. En gros, ils te disent que légaliser le cannabis, ça va pas donner l'effervescence de nouvelles drogues plus dures. Mais pour légaliser ou sur le marché même noir? Si tu légalises le cannabis, bah oui. Oui, c'est clairement ça. Hein. Non. Bah si. C'est déjà le cas aujourd'hui. Tu commences avec ça, tu continues avec. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est comme si tu me disais que là, du fait que je consomme du cannabis, ça va m'inciter à consommer plus d'alcool, etc. Genre, oui, c'est réel. Non. J'attends de l'avoir. Alors, juste dans le contexte d'une soirée, mais pas vraiment de s'y mettre. Si je bois, c'est pas parce que je bois pas que je commence à fumer un petit peu que je vais avoir forcément envie de me mettre une murge tous les soirs. Nathan, première fois dans l'émission où tu voudrais parler, n'hésite pas. Ah, mais c'est shooté. Je suis un peu fatigué, mais pas chaud. Ouais. Pas. En fait, ce que vous disiez là, que par exemple fumer du cannabis va nous inciter à fumer. Du crack. Donc, je répète un peu la question, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté-là du cannabis, de l'interdit. On va aller fumer quelque chose qu'on va aller chercher dans une cité ou alors qu'on va se faire livrer par un Snapchat de dealer, machin, etc. Est-ce que demain, si on légalise ça et que ça devient complètement neutre, que tout le monde puisse en consommer, Uberbeu. Voilà. Est-ce que ça va pas amener à des drogues beaucoup plus dures avec une consommation peut-être beaucoup plus compliquée à endiguer que le cannabis? On n'a pas besoin de ça pour que ce soit le cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui déjà, les gens, ou même on a avec les évolutions technologiques ou les nouvelles drogues ou les nouvelles découvertes qu'on peut faire, il y a déjà des nouvelles drogues qui existent et c'est malheureusement ça va pas impacter l'évolution de drogues dures, etc. C'est déjà impacté. Je pense pas que ça va être un accélérateur si on légalise le cannabis sur ça. Si ça va inciter les gens à consommer et à consommer d'autres choses. Quand même parce que si maintenant la France, si la France maintenant elle dit le cannabis ok, elle dira ok à d'autres choses, c'est sûr. Ça commence par ça. Ça compte toujours par un. Non, il y a plein de pays où c'est pas le cas. Le Portugal l'a fait. Le Portugal l'a fait. Il a légalisé le cannabis, la coke, etc. C'est le début. On met pas tout. Tu vois bien que de base on met pas tout dans le même sac. C'est pour une raison. Mais non, mais juste au Portugal ça a été fait, tout a été légalisé, mais c'est pas le cas dans la majorité des pays. Au Canada ça a été uniquement la weed. Dans tous les pays où il y a eu de la dépénalisation, c'était pareil, ça concernait. Drogue et ça continue. Mais non, mais oui, parce que tu penses que ça va augmenter le nombre de consommateurs, mais c'est pas le fait que ce soit légal ou pas, c'est les tendances derrière. S'il y a autant de personnes aujourd'hui qui se mettent à fumer de la weed, c'est par rapport à l'environnement, parce qu'ils ont écouté des gens qui en fumaient. Il y a le rap qui est aussi un excellent véhicule à ces tendances-là, à ces films. Mais vraiment énormément, c'est bien plus. Ton premier truc, par exemple, tu as un groupe d'amis qui fument, ça a donné envie de fumer. Tu vas donner petit peu, ça va faire des plus gros groupes. Mais ces groupes-là, ils existent dans tous les lycées du monde. Tout le monde a eu le petit coin de personnes qui sont en rond et qui fument des légalises, ça change rien. Ça va ouvrir accès à plus de personnes. Mais c'est aussi le fait que plus tu vas interdire, et l'humain on est fait comme ça, c'est que plus tu vas interdire, plus ces gens vont aller dans la tendance inverse. Donc si on a vu que le fait d'interdire ça marche pas, pourquoi on n'essaierait pas justement de faire mais encore plus, tu vas dire aux gens c'est bon, c'est légal, tu peux y aller, mais c'est quoi l'image que tu renvoies? C'est que l'État. Mais là t'as un contrôle dessus. Mais c'est pas pareil. Pas contrôle, l'État te dit c'est bon, vas-y, tu peux consommer. Et alors c'est pas si grave. Franchement, c'est que de la beuh. C'est pour moi, je vois ça comme une personne qui boit du vin, etc. Ce n'est que de la beuh, moi je le dis. Moi par exemple, en tant que personne qui fume, j'estime avoir le droit de consommer du cannabis récréatif si je veux. Pour moi, ça touche à mes libertés. Non. Dans un certain sens. Alors si on parle des libertés individuelles, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Est-ce que vraiment on est censé me l'interdire?
Si on part sur la philo. Là, c'est pas interdit dans la Torah, je crois. Attendez, Rachel va faire une. C'est interdit dans la Torah. Ah ouais. Oui. Rachel qui fait des séminaires à Jérusalem. Oui. Tu portes atteinte à ta santé et c'est assaut. En revanche, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Steven sur la liberté individuelle. Du coup, je pense qu'on ne devrait surtout pas sacrifier la santé et le bien-être de nos citoyens au nom d'une soi-disant liberté individuelle, puisque la protection de notre société devrait primer sur les désirs égoïstes, tout simplement. Mais même avant... C'est beau, hein. Drop the mic. La phrase est bien construite, mais on se détruit quand même déjà la santé sans même que ce soit légal. Franchement, si le débat c'est vraiment est-ce que la légalisation augmente le nombre de consommateurs, moi je ne pense pas. Et franchement, il y a énormément de... Moi j'ai envie de poser une... J'ai envie de vous poser une question de... Après, c'est pas le must de s'injecter du carbone dans les poumons. C'est quand même connu. Mais après, ça a plein de bienfaits. Juste, j'aimerais vous poser une question de gauche, voire bien gauche. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui travaillent aujourd'hui dans le business, qui vont demain se retrouver au chômage, si on légalise? Attends, mais ils sont déjà au chômage. Attends, j'ai pas compris. Les gens qui vendent, les dealers par exemple? Bah oui, il y a toute une échelle, une économie. C'est un travail. Il y a des darons, elles vivent grâce au travail de leurs enfants dans les réseaux. Et elles sont fières de vivre de ça? Moi, je pense savent pas forcément. Ça sera sûrement plus cher à l'échelle de l'État. Et donc, je pense que les dealers, quoi, ils vont jouer sur le fait de faire un prix moins élevé pour essayer de garder la clientèle. Mais non, mais tu vas tuer l'activité sereine indirectement, tu vas tuer aussi le PIB. Ça fait partie du PIB. Parce que l'argent il recircule. Si, depuis 2018, c'est depuis ces années. Il fallait suivre son cours d'économie. Bah, on n'a pas tous un double diplôme économie et droit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du coup, on augmenterait finalement le pourcentage de personnes au chômage en France, puisque c'est des gens qui sont éloignés. Ils sont déjà au chômage. Ils sont déjà au chômage. Ils sont déjà au chômage. Je sais pas quoi. Non, mais bien sûr qu'ils touchent au chômage. Mais bien sûr. Ils n'ont pas de travail parce qu'ils touchent au chômage. Bah, s'ils n'ont pas travaillé dans les 2 ans. Ils vont travailler pour toucher au chômage. Bah oui. Bah du coup, il y aura. Ça, c'est des gens qui vont popper comme ça dans France Travail, puisque maintenant ça s'appelle plus Pôle Emploi, mais France Travail. Ah bon? Ouais, ils ont changé de nom. Et on va découvrir des nouveaux chômeurs qui n'existaient pas dans les stades. Mais alors ils sont dans les stades de quoi? Ils sont dans le stade de jeu de travail? Non, personne, nulle part, on sait pas. Ils n'existent pas. Bah oui, il faut pointer pour être dans les stats. Marseille, derrière ce village de carte postale se cache sexe, drogue et alcool et CBD légal maintenant. Est-ce que vous pensez, c'est un peu une des dernières questions que je vous poserai ce soir, mais est-ce que vous pensez qu'une société sans drogue, c'est possible? Oui. Non. Toujours, dans toutes les sociétés qu'on a eues, il y a toujours eu de la drogue. Ouais. Oui, depuis le Moyen-Âge, depuis tout. L'Antiquité, l'opium, à l'époque c'était l'opium, mais ça évolue. Et moi je pense que. Enfin, il y aura toujours des gens qui se droguent. Ouais. Oui, ok, il y en aura toujours, mais ça veut pas dire que c'est pas impossible. C'est pas impossible pour toi? Tu trouves de partout des. Il faut cultiver son jardin. Tu crois trop à l'Eldorado? Ouais, vous êtes tous d'accord avec ça? Non. Ouais. Oui, enfin moi je suis d'accord avec lui. Ouais, bon ok. Très bien. Je peux laisser le Léo avec sa belle phrase. Très bien. Je finirai par vous poser aussi une question parce qu'on n'en a pas parlé, mais la prévention dans tout ça, l'accompagnement des gens en sortie d'accoutumance, comment on fait? La dépénalisation, elle permet de voir les consommateurs plus comme des délinquants, mais comme des gens malades qui doivent être pris en charge. Donc là, c'est tellement naïf. Oh là, ça envoie des balles. Et là, alors là, je te pose la question, Eden, puisque c'est toi qui parles de ça. Là, on a créé des salles de shoot à Paris pour encadrer finalement les gens qui se piquent, etc. Est-ce que ça, c'est une solution? Et là, on a je pense sincèrement, premier degré, quelqu'un qui de base, rien que l'idée de se dire je vais essayer de me faire encadrer. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais je dis que tu peux pas passer d'être drogué H24 à ne plus rien faire et que ça peut être une bonne alternative pour baisser au fur et à mesure. Au bout d'un moment, enfin voilà, moi je trouve que c'est comme les régimes quoi. Mais ces gens-là. Non mais ces gens-là. Attends mais Eden, pour tout ton raisonnement, ces gens-là qui sont ok maintenant ils se droguent H24, bien sûr qu'il faut les aider. Je suis d'accord. Mais ils ont commencé. Il faut pas justement laisser les gens commencer. Mais c'est comme la cigarette, c'est pareil, on te dit ne commence pas. C'est ça, il n'y a pas assez de prévention. Il n'y a pas assez de prévention. Ah oui, non, il n'y a pas assez de prévention. Tu peux pas faire prévention, ça peut être interdit. Non, je suis d'accord, il n'y a pas assez de prévention. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas assez de prévention. Même dans nos mouvements de jeunesse, je pense que ça pourrait être un vrai truc de faire de la prévention pour nos enfants. Mais en fait, c'est le côté bien comme moins bien. C'est que c'est bien qu'il y ait un minimum de prévention, c'est déjà ça, mais il n'y en a clairement pas assez. Ça, c'est un fait.
Surtout qu'on vit dans une société où malheureusement tout le monde est influencé par tout le monde. Ouais, mais toi tu dis qu'il faut absolument dépénaliser pour pouvoir faire la prévention. Non, je te dis non. Et ces gens ne sont pas malades. Ces gens se sont rendus alors malades. Parce que moi, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne décide pas d'être malade. Non, par contre, quand il te dit dépénaliser ou qu'on contrôle, par exemple tout à l'heure il a dit Steven, j'allais dire Sylvain, le maire de Istres, le CBD, etc. En même temps, tu peux faire de la prévention. Tu peux dire voilà, nous, l'État, ce qu'il vend, c'est tel type de CBD avec 2%. Tu peux faire de la prévention THC, sans etc. en vendre et sans. Oui, et en même temps, tu peux dire voilà, ce qu'ils trouvent en dehors, ce ne sont pas quelque chose de réglementé. Voici les effets néfastes que ça peut causer. Je suis pas d'accord. Mais donc vous voulez promouvoir, faire des systèmes de prévention pour un truc qui est dangereux à la base. Mais de base, les gens ils s'en foutent. Léo, si c'est dangereux. Il n'y a pas que des effets dangereux. Il y a si on a. D'accord, si c'est dans un. C'est comme la boisson, c'est comme le coca. On sait très bien qu'il y a des effets dangereux. Mais ce n'est pas comparable. Ah si, il y a l'aspartame. Rachel, je te laisse répondre. Non, je pense juste que le cannabis engendre des effets sur la santé mentale et physique qui n'est pas comparable au coca. Et le sucre dans le soda, ça peut mais c'est également considéré comme une drogue, le sucre. Mais regardez le corps de Léo, vous voyez les dégâts du sucre. Mais regardez, attendez, très bien, je vais me défendre. Benjamin sort d'une cure des intoxications. C'est pour ça qu'il est un peu heureux comme ça. J'ai un problème avec l'huile et le. Il a une patate, celui-là. Les amis, on n'arrivera jamais à la fin de ce débat, mais en tout cas, débat très mouvementé ce soir, bravo. Des vrais arguments, enfin, pour certains, je tairai les noms des gens qui ont été un peu en dessous. Non, bravo pour ce débat. Peut-être qu'on fera une émission partie 2 sur ce sujet-là, parce qu'on continue à avoir des débats. Essayons de faire un groupe shooté, un groupe pas shooté. Excuse-moi, c'est pas la mission de ta mère. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute qui nous intéresse le plus, de la personne qui était en retard et qui est notre minute dynamite by Nono. La minute dynamite by Nono. Noémie, tu as décidé ce soir de revenir sur un tweet qui te concerne presque personnellement, presque professionnellement. Le tweet de Mélenchon suite au discours de Jonathan Arfi, président du CRIF. Je vais peut-être rappeler ce qu'a dit Jonathan Arfi pendant la commémoration de dimanche, on en parlait juste avant. Disons-le aussi, simplement, face à l'extrême droite, les porte-paroles de la France insoumise font bien plus partie du problème que de la solution. En choisissant le clientélisme plutôt que l'universalisme, en s'égarant dans la complaisance avec l'islamisme, avec Poutine ou les partisans des appels aux émeutes, ils sèment une confusion idéologique, meilleur allié de l'extrême droite. Au fond, en se nommant insoumis, ils prétendent incarner une forme de résistance, mais de quelle résistance parle-t-on lorsque les insoumis sont incapables de s'affranchir des ordres de leur chef, entre guillemets Monsieur Mélenchon, quand il se compromet loin du pacte républicain? De quelle résistance parle-t-on lorsqu'on est prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme? Noémie, nous t'écoutons. Alors moi je vais rappeler les tweets, parce qu'il y en a 2 de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a commencé donc à 14h16 ce dimanche et il a écrit « Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie, abject. L'extrême droite n'a plus de limite. » Il a ensuite poursuivi en disant « Honte au président du CRIF qui instrumentalise la commémoration de la rafle du Veldiv contre les insoumis. Honte à ceux qui relaient son abjecte action. Pour mémoire, lire 6 juin mon discours. » Bien sûr, il fait sa promo. De toute façon, c'est Jean-Luc Mélenchon. On le connaît. L'extrême droite n'a plus de limite. C'est la phrase qui a fait sursauter tout le monde, que ce soit que ce soit chez les civils normaux ou dans la classe politique et même dans la NUPES, parce que beaucoup de membres de la gauche, pas les insoumis bien sûr, mais ça on reviendra sur ça après. Pas les socialistes non plus. Alors oui, il y a des socialistes. Pas le président du socialiste, pas fort. Ah non, d'accord, mais il y a quand même. D'ailleurs, si tu pourras mettre le tweet, je te l'enverrai. Il y a quand même certaines personnes du groupe socialiste qui ont ouvert leur bouche en disant que ce n'était pas normal. Donc on rappelle, dimanche, c'était la commémoration des victimes, pas seulement de la rafle du Veldiv, mais aussi de toutes les victimes d'actes racistes et antisémites et hommage aux justes parmi les nations. D'ailleurs, ça, on va revenir, mais pas tous les mouvements de jeunesse ont reçu des communiqués sur ça. Ça, on en reviendra après. Ça... Vas-y, on te laisse. Et donc, dans son discours, Jonathan Arfi s'en est pris à parler des extrêmes, parce que ça arrive souvent dans les discours du CRIF, parce que quand on combat quelque chose, on combat
des idées et on combat souvent des idées politiques. Donc l'extrême droite n'a plus de limite, je vais revenir sur ça. Donc il qualifie clairement le CRIF et son président, donc le président du CRIF national, Jonathan Arfi, d'un membre à part entière de l'extrême droite. On va quand même rappeler que l'extrême droite, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Donc dire ça le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv, c'est quand même un peu poussé, voire très osé. Et on va quand même aussi revenir sur les députés insoumis, parce que les insoumis, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On est insoumis, mais on est soumis à Jean-Luc Mélenchon parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, bien sûr, c'est le grand maître savant. Tout ce qu'il pense, c'est exactement ça. C'est une secte, en fait. Ce que dit Jean-Luc, on dit oui. C'est un peu Jacques a dit, mais avec Jean-Luc a dit. S'il a dit si, on est tous d'accord. Il n'y en a pas un pour sa bouche, Mathilde Panot, Corbière, c'est toujours les mêmes. De toutes les façons, il a sa meute derrière lui. Donc, on va dire, ça étonne plus personne. Ça a fait beaucoup parler. À l'Assemblée nationale encore aujourd'hui, on en a parlé. Ils sont insultés. Ouais, il y a eu des gros problèmes. Panot couvre sa bouche encore pour dire... Enfin bref, je trouve que c'est quand même très grave de laisser passer quelque chose comme ça. Et ce que je trouve encore plus gênant, c'est que j'ai été regarder les articles qui sont sortis suite à ça. Et c'est un peu comme, on va dire, les articles qui sortent quand il y a des soucis en Israël. C'est Jonathan Arfi accuse Jean-Luc Mélenchon répond. Comme si le droit de réponse était normal. Bon, il a le droit de réponse. Mais comme si ce qu'il avait dit, c'était complètement normal et justifié. Voilà. En gros, on s'est pris à lui. Il a répondu. C'est la victime. Donc, ce qu'il a dit, c'est normal. On est derrière lui. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment pas à qualifier le CRIF d'organisation d'extrême droite parce que Tu es bien placé pour le savoir. Je suis bien placé pour le savoir. Après, donc le CRIF, on peut dire déjà... Est-ce que c'était le rôle de Jonathan? Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est une organisation, du coup, qui représente les Juifs de France et qui a le droit de parler politique. C'est la seule institution qui a le droit de le faire. Donc, s'il sentait le besoin de le faire et que pour lui, parce qu'on va dire... On est souvent plus jamais ça quand il y a des commémorations. On ne veut pas que l'histoire se reproduise. Alors oui, alerter sur les dangers des extrêmes, c'est important. Et s'il a voulu le faire, c'est aussi important. Surtout qu'il prend pas non plus. Il dit pas à l'extrême droite bien joué à eux. Après, on est tous d'accord. Enfin moi en tout cas pour dire que Jean-Luc Mélenchon dans sa tête, c'est tout ce qui n'est pas extrême gauche et extrême droite. Il n'y a pas de juste milieu. Si on n'est pas de son côté, lui, Macron, on est un extrême. Mais surtout qu'il critique juste la pensée de certaines extrêmes, comme tu as dit tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen qui disait que c'était un tel histoire, etc. Et toute la liste aussi du Front National, etc. Donc en fait, c'est... La prévention, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste la prévention sur les extrêmes et sur les personnes qui dirigent ces extrêmes, qui véhiculent. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que y a plus de Jean-Marie Le Pen, il y a des beaux noms comme Bardella. Il y a des Jean-Marie Le Pen 2.0 qui parlent très bien, qui veulent faire oublier qui était Jean-Marie Le Pen et qui veulent changer de nom de leur parti, mais en fait, ça fonctionne pas. Et voilà, moi, je trouve très grave, en tout cas, que on puisse encore aujourd'hui. Parler comme ça d'une institution qui milite pour les droits d'une communauté qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Bravo, je pense qu'on peut l'applaudir les amis. Minute Dynamite by Nono. Encore une fois, une pensée solennelle pour Dina. Attends, mais juste pour revenir à ce qu'a dit Léo au tout début, pas du tout au rapport, par rapport, c'est vrai que niveau communication, c'était pas ouf. Moi, je l'ai vu par hasard, le truc, on n'a rien reçu d'officiel, et le consistoire, ils ont mis sur Facebook, genre à 7h du matin de dimanche, je trouve ça ridicule. Oui, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, on n'a rien reçu, pourtant, tu connais mon papa. Bah oui. Mais, ton père, il était là. Oui, je sais, mais moi, j'étais pas. mais on n'a aucun reçu, et Eden, qui est nouvelle présidente, elle a rien reçu. On n'a pas été conviés par rapport à des trucs comme ça, alors qu'on pourrait apporter beaucoup de jeunes. Et il faut savoir aussi que maintenant, le taux d'absentéisme dans ces événements-là, c'est surtout désolant. des jeunes. Surtout des jeunes. Mais oui, mais même là, il n'y avait pas beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là parce qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'ils n'avaient pas l'info. Ouais. Bah, nous, on n'avait pas l'info très bien. Non, mais même pas que les jeunes, je parle. Merci les amis, je vous propose d'avancer. On va passer tout de suite à la minute juridique, culture, proposée par Eden. La minute culture. Minute culture.
Eden, tu as décidé de nous parler de la restitution des œuvres spoilées aux Juifs par les nazis, une loi historique adoptée par le Parlement. Nous t'écoutons. Et en effet, ce jeudi 13 juillet 2023, du coup, il y a une loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement et par le Sénat, selon laquelle les œuvres qui ont été spoliées aux Juifs par les nazis pouvaient être restituées. En fait, on pourrait la qualifier d'œuvre de loi historique dans la mesure où il ne s'agit plus d'une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections, c'est-à-dire que normalement, de telles œuvres qui sont dans les collections publiques françaises ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété, et maintenant elle le peut non plus par un texte législatif au cas par cas, mais dans un cadre vraiment général avec juste la consultation d'une commission spéciale. D'ailleurs, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s'est exprimée à ce sujet. C'est une loi d'action pour que ce devoir de mémoire et de vigilance se traduise par des actes concrets de justice pour éclairer notre histoire autant que notre avenir. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable justice? Je sais pas, mais en tout cas, l'initiative reste tout de même une bonne initiative. Bravo, merci. Une belle minute culture qu'on a compris cette semaine. Merci beaucoup, Eden. La minute promo. Les amis, la minute promo, c'est le moment de dire en 3 secondes ce que vous avez prévu. Léo, tu veux parler du Rowing Club? Non, je veux parler le JF, elle n'est pas au courant Eden, mais voilà, je te fais une annonce surprise. On fait gagner 2 places. Non, on fait gagner 2 places. Il y a un gros festival de Comedy Club qui a lieu au château à Frischbel de Mai. Ah, celui du garage. Celui du garage. Et le JF Marseille va faire gagner 2 places avec un jeu concours qui va être mis en place demain matin. Génial. Et voilà, je vous invite à vous abonner sur la page Instagram de l'UJF Marseille, de liker la story, et vous pourrez gagner 2 places pour un merveilleux festival. Transition parfaite, Madame la Présidente et la Secrétaire Générale. Bon bah nous on va essayer dès la rentrée, on a plusieurs projets en tête, donc si jamais vous voulez nous faire des dons, n'hésitez pas quoi. Incroyable, elle a cru que c'était un... Il y a des serfas ou pas? Oui, il y a des serfas, ouais. Ça va alors. Il y a des serfas. Alors en plus je crois que Marseille a été les premiers à avoir fait des comptes serfas, enfin des serfas sur des dons. Oui, on a créé notre indépendance. Bravo, Razak. Olami? Non, pas d'informations. Si, il y a Olami en ce moment. Oui, il y a le Summer Camp, mais c'est maintenant quoi. Et ben on peut en parler pour le prochain. Dire, Summer Camp. Summer Camp, voilà. Super, génial. Ouais, le 10 septembre, on fait les 90 ans des îles de Marseille. Pour avoir toutes les informations sur Instagram, EIFMRG. Très bien. Nono, tu veux une information du CRIF qu'on sait pas? Quelque chose? Non, rien. Vous avez une merveilleuse présidente et un merveilleux vice-président, ça on le sait. Le vice-président est quand même incroyable. Non, il y a une grosse action qui va être menée à la rentrée pour la jeunesse. Ouais. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore. Il faudra attendre la rentrée. Là, c'est vrai que c'est les vacances, donc il n'y a plus trop de comité directeur. Mais on est en train de réfléchir à faire une grosse action qui engloberait un petit peu les jeunes pour les faire un peu plus rentrer dans la vie du CRIF. Ouais. Ah bah, et ça, j'ai l'idée, on en parlera après. C'est beau. D'accord. Steven, tu veux des informations comptables à donner aux gens? Alors, du coup, les dossiers. Le taux d'habitants à Istres a élevé 42 000. Merci les amis pour cette émission. Je rappelle aux auditeurs que cette émission est en podcast vidéo sur Spotify. Vous pouvez la voir en direct sur Radio JM tous les dimanches à 17h. Vous nous trouvez également sur Instagram, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Et voilà les amis, n'hésitez pas, vous voyez qu'on s'amuse bien autour de cette table. Si vous voulez vous aussi devenir chroniqueur, nous faire des retours sur cette émission, nous faire des commentaires, on est super content de vous lire chaque semaine, donc n'hésitez pas. Merci infiniment chères auditrices et chers auditeurs, et on vous retrouve la semaine prochaine. Okay.